Bonjour à tous, bienvenue dans notre 5e live FFV Formation. Vous commencez à en prendre l'habitude sur la fréquence du mercredi et du vendredi. Mercredi, vous avez été très nombreux sur l'intervention avec Nicolas Maestre sur comment améliorer la communication entre les différents acteurs du jeu. Aujourd'hui, on retrouve Jérôme. Bonjour Jérôme. Bonjour Pierre-Olivier. On retrouve Jérôme qui va nous traiter la deuxième partie de son intervention. Il a brossé les détails et les contours de la construction de son collectif défensif vendredi dernier. Et là, il va nous emmener un peu plus dans le détail sur les notions qu'il aborde et les mises en œuvre qu'il opère. Tout d'abord, encore une fois, merci Jérôme. Et puis, on va passer une heure avec toi à aborder les thématiques du spacing et du timing d'un collectif défensif. Très bien. Quand tu veux. J'y vais, c'est parti. Bon, déjà, j'aimerais réitérer l'ensemble de mes remerciements là, concernant cette invitation. Encore une fois, c'est toujours un plaisir d'échanger avec l'ensemble des acteurs du basket. Réitérer mes salutations à tous les internautes, avec une mention spéciale pour nos amis belges et nos amis ivoiriens. Et évidemment, vous parlez pour cette seconde intervention du travail de mise en place du collectif défensif. La semaine passée, j'avais évoqué les aspects un peu plus conceptuels. L'idée pour cette intervention est de vous parler davantage de ce qui va intéresser l'organisation purement opérationnelle. J'aimerais également ajouter que le dispositif va être un petit peu particulier puisqu'on va essayer là ensemble de détailler mon propos avec un peu de vidéo. Donc vous verrez davantage de vidéos en espérant évidemment que la technologie me suive. Bon, je rappelle que la semaine dernière avait été évoqué des choses qui intéressent la construction du collectif défensif autour des piliers, de la méthodologie, des intentions et des attitudes. On s'était arrêté sur l'idée de l'objectif majeur que je vais reprendre pour ensuite poursuivre donc, sur ces aspects opérationnels et effectivement les trois principes fondamentaux qui sont contrôler les 1 contre 1 collectivement, limiter les retards défensifs et communiquer tout le temps avec qualité. À nouveau, pour rappel, je vous remontre l'ensemble des valeurs qui intéressent l'organisation de ce collectif défensif. Je ne vais pas à nouveau les détailler puisqu'on en avait parlé la semaine dernière, mais sachez encore une fois que ces valeurs vont être à la base de l'aspect opérationnel et que les outils utilisés dans ces aspects opérationnels vont s'inspirer de l'ensemble de ces valeurs qui intéresse précisément l'articulation de la défense. Donc je vais à présent m'intéresser à cet objectif majeur qui est de contrôler le rebond et répondre à cette première question. Pour quelles raisons il est indispensable dans cette organisation collective d'envisager comme objectif majeur le contrôle du rebond? Bon, j'en avais déjà un peu parlé la semaine dernière. Donc il s'agit dans un premier temps de relancer le jeu, et le fait de contrôler le rebond permet de relancer le jeu dans de meilleures conditions, de maîtriser le tempo, de s'imposer psychologiquement et de contrôler le jeu de traversée de terrain. La deuxième question qui pourrait intéresser le contrôle du rebond, c'est comment s'articule ce contrôle du rebond dans la limitation des aides défensives, parce qu'on sait très bien que les rotations défensives perturbent le jeu d'écran de retard. Donc tout ce jeu de boxing out nécessite quand même le contrôle des 1 contre 1, et plus vous courez après vos vis-à-vis, et évidemment plus difficile de contrôler le rebond. Et également de limiter les mismatchs, parce que les rapports de force ne permettent pas d'avoir un jeu de boxing out performant. Évidemment, quand vous avez à contrôler dans le box out quelqu'un qui a 20 cm de plus que vous ou 20 kg de plus que vous, c'est compliqué. Et ensuite, il s'agit de calibrer cette affaire-là, et le calibrage s'organise autour de chiffres très précis. Concernant les rebonds défensifs, on essaye de contrôler 80% des rebonds défensifs potentiels.
et 40% des rebonds offensifs potentiels. Et ceci est à répéter chaque jour, puisque dans le cadre d'une compétition internationale de jeunes, vous avez des matchs tous les jours, donc il s'agit de répéter ces efforts quotidiennement. Bon, j'aimerais m'arrêter, puisqu'on parle des aspects opérationnels, quelques minutes sur le jeu de boxing out, qui intéresse des aspects techniques quand même, qu'on n'a pas forcément l'habitude de travailler, mais qui sont déterminants pour bien contrôler le rebond. Il y a 4 points qui sont des points clés, qui intéressent l'intelligence de notre avant-bras, puisque le jeu de boxing out est un jeu basé sur la prise d'information naturellement, sur l'anticipation, mais également sur des aspects de motricité, et à commencer par la prise de contact par l'avant-bras qui va devoir ensuite évaluer la situation pour avoir une posture différente, technique. C'est-à-dire soit il va s'agir de présenter son dos, si évidemment il y a l'avant-bras est bousculé et que la personne veut vraiment se présenter au rebond offensif, ou bien de rester de profil, ou encore de se mettre en face à face. Donc il faut un avant-bras intelligent, il faut évidemment prendre des informations. Donc là il s'agit d'avoir un port de tête qui permet cette prise d'information. Le corps à géométrie variable, c'est ce que je vous ai expliqué par rapport à la contrainte qu'on va proposer de profil, de dos ou de face. Et cette question d'anticipation. Bon, je vais vous montrer là à présent une première vidéo sur cette question-là, qui intéresse le travail de box-out. Vous avez une situation de reconquête du ballon qui va s'organiser, des joueuses qui vont s'inscrire dans une logique de 5 contre 5 demi-terrain. Je ne vais pas commenter l'ensemble de la situation. Ce qui va nous intéresser, c'est le moment du tir. Et donc, on voit bien qu'au moment du tir, il y a des attitudes qui sont indispensables dans ce jeu de box-out, à savoir une joueuse, par exemple, ici, qui va présenter son dos à la joueuse parce que celle-ci décide précisément de s'investir très fort au niveau du rebond offensif. Proche du panier, on voit que la joueuse va plutôt utiliser son avant-bras pour déplacer son adversaire et s'ouvrir l'espace du rebond. Et encore à proximité, une joueuse qui va présenter son dos pour contrôler la joueuse et ouvrir un espace de rebond. Et vous avez 2 joueuses attaquantes ici qui ne sont pas intéressées par l'expression du rebond offensif. Et donc là, on voit le port de tête des joueuses, là, alors pour améliorer ses attitudes, mais en tous les cas, qui sont plutôt dans un esprit de contrôle et qui ne vont pas être dans un jeu de boxing out comme les 3 autres. Mais vous voyez que sur le plan technique, on a des comportements qui sont un peu différents et qui nécessitent évidemment de savoir les intentions des attaquantes. Bon, je vais vous présenter une deuxième situation. Voilà, dans laquelle on va s'intéresser également à la question du rebond offensif. Donc là encore, un contrôle sur le demi-terrain. On va attendre le moment du tir parce que c'est celui-ci qui nous intéresse. Et donc là encore, c'est pareil. On voit que sur des tirs très proches du panier, une joueuse qui va présenter son dos par rapport au niveau d'investissement de la joueuse, une joueuse qui va être encore de profil. Et je voulais vous montrer cette vidéo parce que vous voyez que là, il y a une faute d'orthographe de cette joueuse-là qui ne vient pas contrôler la joueuse ici. Donc ça peut être préjudiciable, cette faute d'orthographe-là, parce qu'il faut contrôler dans le jeu de box-out avec l'ensemble de l'équipe, c'est-à-dire que c'est une organisation collective. Et si une joueuse commet une faute d'orthographe, évidemment, on peut imaginer qu'on se mette à l'amende. Les 2 autres joueuses ici sont des joueuses qui contrôlent des attaquantes à l'opposé du ballon qui ne sont pas intéressées par le rebond offensif. Donc là, on pourrait envisager des attitudes avec des joueuses un peu plus fléchies, un port de tête qui s'intéresse à la fois aux joueuses et au ballon. Donc il y a quand même des choses à améliorer, mais on voit bien l'intérêt de ce jeu de box-out pour contrôler le rebond. Jérôme, j'ai une question qui m'arrive. Qu'est-ce qui t'a amené à mettre ce principe-là du rebond fortement en évidence comme étant un objectif majeur?
ce qui m'a amené à identifier le rebond comme étant un objectif majeur, c'est l'analyse en fait de la performance collective lors des compétitions internationales. Et lorsqu'on fait cette analyse collective a posteriori, on s'aperçoit d'un certain nombre de choses, à savoir que premièrement, les équipes qui performent sont des équipes qui contrôlent le rebond offensif et défensif, et qui le contrôlent à un niveau très important. Donc c'est surtout l'analyse a posteriori du niveau de performance des équipes et de voir la corrélation qui existait entre certains éléments de la performance et l'efficacité des équipes qui m'a amené à m'intéresser de près au rebond. Merci. Donc pour poursuivre, on va maintenant s'intéresser aux 3 principes fondamentaux qui organisent l'articulation purement collective de cette conception défensive, à savoir contrôler les 1 contre 1 collectivement, limiter les retards défensifs et développer une communication de qualité. Le premier point, contrôler les 1 contre 1 collectivement, nous amène à considérer à nouveau 4 points très précis. Le premier concerne la pression intelligente sur le ballon. La seconde, qui est le cœur en fait de l'intitulé de cette intervention, c'est-à-dire la défense à hauteur, et c'est là où on va vraiment s'intéresser à la question du spacing et du timing dans l'organisation défensive. Le troisième point qui intéresse l'identification des meilleurs match-up défensifs, et enfin la gestion des temps forts et des temps faibles défensifs, dans lequel je vais commencer un peu à parler de communication, mais qui intéresse aussi la volonté de contrôler les 1 contre 1 collectivement. Bon, le premier point qui concerne le fait de presser le ballon intelligemment, on l'a construit autour de 2 idées importantes. La première idée, c'est ne pas donner ses épaules. Donc ça, c'est quelque chose de fondamental. Et la deuxième, donc dans ne pas donner ses épaules, pardon, il y a effectivement des corollaires, c'est-à-dire toucher le ballon également, gêner le jeu de passe autour du ballon. Et on voit que le niveau de pression intelligente qu'on peut mettre sur le ballon n'est pas forcément lié au fait de surpresser le ballon, mais il s'agit véritablement, d'une part, de ne pas être franchi par notre adversaire direct, et pour celles qui le peuvent, de pouvoir toucher le ballon ou de gêner le jeu de passe. La deuxième idée concerne le fait de limiter le jeu de close-out, puisqu'on sait qu'à partir du moment où on court avec une reprise d'appui, on se met à défaut la plupart du temps, parce qu'on est en retard en fait. Et plus il y a un jeu de close-out, plus on est en retard. De rester fléchi, donc ça c'est une idée qui peut paraître tellement évidente, mais sur laquelle au quotidien on se bat avec les joueuses, ne pas se relever trop tôt. Et la dernière idée, c'est cette question de pression sur pression autour du ballon. Donc là encore, je vais vous présenter une vidéo qui intéresse cette idée-là. Je vais vous remettre la vidéo parce qu'elle est mal partie. Voilà. Donc, la première chose qui est importante, bon, on a vu sur la remise en touche le fait de laisser entrer la balle et de pas laisser d'espace arrière. Et ça, c'est quelque chose de très, très important, de ne pas laisser trop d'espace arrière. Ensuite, on voit bien sur cette situation, voilà, l'idée pour une joueuse arrière, là en l'occurrence une meneuse de jeu, qui a les moyens, parce qu'elle a les qualités athlétiques nécessaires, de mettre de la pression sur le ballon, de prendre du volume, d'être fléchi, d'avoir une activité des mains, voilà, en permanence. Et surtout, avec un objectif très très important, c'est d'être suffisamment proche pour, premièrement, obliger cette joueuse attaquante à regarder plutôt son ballon que le jeu. Donc là, on voit que le port de tête de cette attaquante permet l'expression du jeu et du jeu de passe. Mais la volonté de la joueuse, on va voir juste après, est vraiment de presser suffisamment le ballon pour que la joueuse change de direction et son port de tête sur le ballon et soit plutôt dans une idée de passer la balle derrière le dribble, sur sa mauvaise main. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui va se passer. Vous allez voir.
Maintenant, où on voit que la joueuse, là, ici, a changé de main, est arrivée sur sa main dite faible et est dans un registre de passe derrière le dribble, sous pression, qui est une passe assez compliquée. Donc là, la pression de la meneuse de jeu est plutôt intelligente, puisque son objectif est d'amener son adversaire direct, qu'elle connaît très bien, à aller en direction d'un registre de jeu qui sort de sa zone de confort et qui est un registre technique qui est compliqué. Bon, ensuite, si on s'intéresse au niveau de pression des deux joueuses suivantes, on va voir que dans un premier temps, cette joueuse-là, derrière le jeu d'écran, s'est installée sans être en surpression, toujours en attitude fléchie, en train de cadrer son adversaire direct, d'accord, avec la volonté de ne pas être en surpression parce que cette joueuse n'a pas dribblé, de vouloir absolument ne pas donner sa ligne d'épaule si jamais il y a une attaque en dribble, pour ensuite donner le ballon à l'intérieur. Et enfin, dernière situation qui nous intéresse dans cette idée de pression intelligente, c'est ici, bon, d'une part, c'est de rester fléchi évidemment pour ne pas donner sa ligne d'épaule, donc essayer d'éloigner un peu ses appuis et de pouvoir mettre de la pression avec le haut du corps. Bon, ici, on voit que cette joueuse-là, dans sa transition, n'a pas forcément une bonne attitude parce qu'elle devrait être fléchie et plutôt à mi-chemin entre les deux joueuses, avec peut-être la volonté d'attaquer un peu la balle. Et là, la pression intelligente sur ces porteuses de balle, c'est de surtout ne pas donner sa ligne d'épaule parce qu'on peut imaginer que les joueuses vont travailler dans le dos. Donc là, c'est ne pas être franchi dans le jeu de 1 contre 1 sans ballon en ne donnant pas sa ligne d'épaule. Voilà. Et pour terminer, on va voir que la joueuse intérieure va rester fléchie jusqu'à se relever au dernier moment. Donc là, c'est ce qu'on va voir sur la fin de la situation. Et la joueuse se relève au dernier moment. Donc on peut considérer que le tir est très difficile et que l'action est plutôt intéressante. La deuxième séquence qui va nous intéresser. Voilà. Donc là, on va voir l'idée de la pression intelligente, c'est d'avoir une joueuse meneuse de jeu dont les caractéristiques et d'avoir les compétences pour défendre très fort tout terrain. Très fort, ça veut dire quoi? Ça veut dire ici être très très proche de la joueuse, avec la volonté, toujours pareil, de faire en sorte que cette joueuse change de main, que cette joueuse mette son port de tête sur le ballon et soit dans un registre de passe où elle est plutôt dans une passe dans le dribble. Alors là, on a vu que cette joueuse-là avait pu passer la balle avec une passe à deux mains. Donc, s'il y avait des choses à améliorer dans ce registre-là, c'est de mettre de la pression au moment de la passe pour que le registre de passe soit un peu différent. Donc, je poursuis l'action. Et là, ce qui est d'intéressant dans la pression intelligente, c'est qu'on laisse cette joueuse-là dans le 1 contre 1. Donc là, on est déjà dans le registre de l'évaluation des aides. Et que cette joueuse-là, encore une fois, va essayer de mettre de la pression jusqu'au dernier moment. On voit qu'elle est un peu sortie de ses appuis. Donc là, il y aura un axe d'amélioration parce que la pression intelligente, c'est ne pas de sortir de ses appuis. Donc là, elle l'a fait. Donc là, il y a une erreur, une faute d'orthographe encore. Donc ça, c'est des choses qui font partie des axes d'amélioration. Et concernant ces joueuses-là qui tiennent le 1 contre 1, l'objectif pour elles, évidemment, c'est de contrôler leur jeu de 1 contre 1, de ne pas donner leurs épaules et de ne pas donner l'espace arrière. Parce que là, on voit bien une chose par rapport au box-out, c'est que si le tir part, toutes ces joueuses sont très bien placées, là où elles sont, les 4 blanches, pour aller contrôler ces joueuses-là. Et donc, on est vraiment dans notre objectif qui va être, à un moment donné, par cette pression intelligente, de rentrer dans le jeu de box-out. Donc, la fin de la situation, voilà, nous amène encore à avoir une faute d'orthographe de la joueuse qui a laissé le milieu. Donc, l'objectif, là, sur ce renversement, aurait été de contrôler la joueuse un tout petit peu mieux sur la fin. Je vous remets juste la fin. Voilà. Notamment ici, là, sur cette situation-là, où on va bien voir que le fait de laisser l'axe à la joueuse lui a permis de s'offrir une situation de tir un peu sous pression quand même compliquée, mais assez proche de la cible. Donc là, il y aura encore des axes d'amélioration. Et enfin, dernière situation qui intéresse toujours cette idée de pression intelligente. Donc là, on voit une joueuse intérieure qui fait 2 mètres, hein, c'est une chose de plus de 2 mètres, là, qui doit défendre là, sur une joueuse intérieure hongroise de plus petite taille. Et on voit bien que son attitude est plutôt intéressante. Elle n'est pas en surpression, fléchie avec la main sur la balle, en essayant de contrôler sa joueuse.
Donc pour moi, elle met de la pression d'une certaine manière. Ça, c'est intéressant d'avoir ce type d'attitude-là avec une joueuse de très grande taille qui doit défendre au large. Pression intelligente, toujours de notre arrière, dont les caractéristiques est vraiment de mettre une pression physique de proximité. Donc on voit que là, cette chose-là, dans son jeu de 1 contre 1 sans ballon, met de la pression. Donc ça reste une pression intelligente, au même titre que tout à l'heure, cette chose de grande taille était assez loin quand même de la porteuse de balle. Là, le fait de mettre de la pression parce que je réponds à mes qualités correspond à cette idée de pression intelligente. Donc c'est le message que je veux vous faire passer. Faute d'orthographe, là, parce qu'on a vu que là, on était en surpression et que cette joueuse fait faute, même si elle n'est pas sanctionnée par l'arbitre, mais là, il y a une faute. Donc, vous voyez la limite entre la pression et la surpression. Donc, c'est des choses qu'il faut gommer. Donc, faute d'orthographe. Là encore, on va voir une situation qui est plutôt intelligente où, à un moment donné, une aide a été envisagée, un peu de retard de cette joueuse-là, arrêt du ballon. Voilà, on se met en surpression sur l'arrêt du ballon pour donner du crédit de temps pour que la joueuse puisse revenir et ne soit pas en retard. Donc ça, c'est des comportements intelligents. Et ensuite, on est toujours dans cette idée de gestion du 1 contre 1 et de préparation au jeu de box-out. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'investir précisément trop fort là, dans les aides. On fait confiance dans la gestion de ce 1 contre 1. Voilà. La joueuse là, se grandit au dernier moment et ensuite, il y a ce jeu de contrôle du rebond. Donc là, comme il n'y a pas de velléité offensive, il n'y a pas un jeu de box-out, simplement de contrôle du rebond qui est fait. Donc voilà ces 3 situations qui intéressent donc cette idée de pression intelligente. Jérôme, il y a quelques questions qui surviennent suite à ces vidéos-là. La première, elles sont liées à… Est-ce que tu peux apporter des précisions sur la ligne d'épaule et préciser… même si tu l'as fait au travers de l'image, mais est-ce que tu peux apporter quelques compléments d'information ? Alors, la ligne d'épaule, elle intéresse en fait cette idée de franchissement. Aujourd'hui, on parle beaucoup de franchissement. Et il faut savoir que c'est un repère qui est donné notamment aux attaquants et aux attaquantes dans le jeu de 1 contre 1, puisqu'il s'agit d'avoir ce repère. Et quand on parle de franchissement, en fait, on parle de franchissement de la ligne d'épaule. C'est le repère qui permet de dire à l'attaquant, pour gagner son 1 contre 1, je dois franchir la ligne d'épaule de mon adversaire direct. C'est cette ligne qui va d'une épaule à l'autre, en fait, chez le défenseur. Et à partir du moment où cette ligne d'épaule est franchie, on a gagné son 1 contre 1. Ce qui fait que pour le défenseur, son objectif, c'est de ne pas donner ce repère-là, ou le moins souvent possible. Et une fois qu'on l'a donné, en tous les cas, c'est de ne pas permettre à l'attaquante de franchir cette ligne. Donc ça doit m'obliger, moi, à me régler, à me caler, à caler une distance par rapport à l'adversaire direct. Pour justement ne pas permettre à cette attaquante de franchir cette ligne. Alors, ta réponse suscite une autre question, qui est que pédagogiquement, comment tu fais comprendre à tes joueuses cette notion de distance et cette notion de placement et donc de pression intelligente ? Alors, la première chose qui est fondamentale, c'est la connaissance de soi et savoir… On a vu l'exemple avec ces 2 joueuses là, qui était plutôt… parlant, à savoir une joueuse de 2 mètres qui devait défendre au large et qui en fait se positionnait quasiment à 1,50 m de la porteuse de balle. Donc là, on est dans cette idée de pression intelligente parce que la joueuse intérieure se connaît bien et elle sait que si elle avance un peu plus, elle aura des difficultés à protéger cette ligne d'épaule. Donc pour protéger cette ligne d'épaule, elle s'est placée à cet endroit-là. Et à contrario, on a vu une joueuse arrière qui, par la connaissance qu'elle a d'elle-même, sait qu'elle peut mettre beaucoup plus de pression sur le ballon parce qu'elle a les qualités pour reculer et si jamais elle est attaquée, elle sait que malgré la vitesse de l'attaquante, elle va pouvoir reculer suffisamment vite et intelligemment pour ne pas donner cette ligne d'épaule. Donc comment ? Premièrement, par la connaissance que les joueuses ont d'elles-mêmes et de leur qualité, de leur capacité dans le jeu de 1 contre 1 défensif et aussi par la connaissance des compétences des attaquantes. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir une bonne connaissance du jeu de l'adversaire. Merci. Deuxième point qui me paraît important à considérer, c'est l'identification des meilleurs mix match. Donc là, il y a 2 idées. Je venais à l'instant d'en parler sur l'idée de compétence, c'est-à-dire que lorsqu'on met en relation un défenseur avec une attaquante, il s'agit
de vérifier que le défenseur a les compétences pour défendre cette attaquante. Exemple, je l'avais déjà pris, il me semble, la semaine dernière, lorsque vous avez une meneuse de jeu qui doit traverser le terrain pour remonter la balle, il s'agit de lui proposer en face un adversaire dont la compétence est de pouvoir défendre sur le tout terrain. Et donc, l'idée n'est pas d'identifier un poste qui défendrait un poste, c'est-à-dire une meneuse de jeu qui défendrait une meneuse de jeu, mais plutôt d'identifier des compétences autour des aspects défensifs. De la même façon, dans le secteur intérieur, et là je vais prendre l'exemple de notre match pour la troisième place contre la Belgique. Je salue d'ailleurs mon ami Pierre Cornia qui nous regarde, qui était l'entraîneur adverse de cette équipe belge. Je sais qu'il nous regarde là. Et donc pour préparer ce match, il a fallu défendre sur la meilleure joueuse belge, qui est une joueuse intérieure. Et on aurait pu évidemment, dans l'idée de défendre le secteur intérieur, lui proposer nos joueuses intérieures. Or, le meilleur défenseur dans le registre défensif par rapport à cette joueuse n'était pas le poste 5 chez nous, mais plutôt une poste 4-3. Et donc, on a pris la décision sur l'ensemble du match d'avoir cette match-up là, sur l'ensemble du match, c'est-à-dire de faire défendre un 3-4 sur une joueuse intérieure. Donc, cette idée, elle est vraiment prégnante, à savoir identifier des compétences voilà, dans le registre défensif et ne pas envisager précisément les match-ups poste par poste. Et la deuxième chose, qui est un corollaire, c'est la connaissance du jeu adverse, parce qu'à partir du moment où vous connaissez le jeu adverse, le jeu de l'adversaire, vous pouvez évidemment identifier ces match-ups. Autre chapitre déterminant, je vous l'ai dit en introduction, c'est cette idée de défense à hauteur, puisque c'est elle, en fait, qui organise l'aspect du spacing et du timing dans une organisation collective. Aujourd'hui, la direction technique nationale a réussi à organiser, harmoniser, uniformiser cette défense sur l'ensemble des équipes nationales, de seniors et de jeunes, parce que ça correspond quand même à une tendance du très haut niveau. Et donc, dans la conception proposée, la défense à hauteur tient une place très, très importante. Donc, je ne vais pas développer la défense à hauteur dans son ensemble parce que ça mériterait une conférence à elle toute seule. Simplement reprendre quelques idées phares qui permettent d'organiser le collectif défensif autour de cette idée. La première idée phare de la défense à hauteur, c'est l'idée qu'on peut gérer ou qu'on doit gérer les 1 contre 1 collectivement. Et que la responsabilité du 1 contre 1 avec et sans ballon, mais surtout avec ballon, n'incombe pas exclusivement à la personne qui défend son rapport de force avec ou sans ballon. Donc cette idée que collectivement, on peut défendre un ensemble de comportements individuels, et principalement du 1 contre 1 avec ballon. La deuxième idée de cette défense à hauteur, c'est qu'elle doit s'inscrire dans une justesse et une précision dans l'ensemble des collaborations afin de perturber en permanence le spacing et le timing offensif. Donc ça, c'est quelque chose aussi qui est fondamental puisque l'attaque va vouloir organiser son spacing, donc son espacement et la synchronisation de ses actions. L'objectif donc de la défense, grâce au fait d'être à hauteur, doit permettre de contester un ensemble de choses pour obliger l'attaque adverse à jouer dans un registre un peu différent de celui qui est le sien habituellement. Donc, je vais vous présenter une organisation défensive autour de cette idée de défense à hauteur également. Et là, vous allez voir, alors ce n'est pas cette situation-là, si c'est cette situation, on l'a déjà vu cette situation, donc, je vais la reprendre parce que elle est un petit peu parlante. Donc, concernant cette idée de défense à hauteur, la première situation qui va nous intéresser, notamment sur les écrans, et on voit là encore une fois une faute d'orthographe, c'est pour ça que je souhaitais vous montrer cette situation, c'est-à-dire que défendre à hauteur, ça signifie quand même être à hauteur entre le ballon et l'adversaire direct. Et là, on voit que la joueuse qui défend sur l'écran, même si cet écran, et surtout parce que cet écran est dans la zone à 3 points, nécessiterait que cette joueuse-là se mette à hauteur, c'est-à-dire quasiment dans le dos du défenseur hongrois.
Là aussi, une autre faute d'orthographe. Cette joueuse-là, puisque le ballon est ici, on peut imaginer qu'elle se mette dans l'intervalle, voilà, dans cet intervalle, pour être dans l'idée d'un double projet, puisque la défense dite à hauteur est une défense dans laquelle on s'inscrit dans un double projet, à la fois celui de contrôler son 1 contre 1, sans ballon, et en même temps, si cette joueuse décide de mettre de l'agressivité, là dans le dos du poseur d'écran, de pouvoir fermer l'intervalle. Donc là, on voit des fautes d'orthographe, et c'est pour ça que j'avais choisi de rester sur cette image-là, parce que pour défendre à hauteur, il faut prendre le risque de monter sur les lignes de passe, de monter également sur des lignes à hauteur d'écran, parce que c'est à ce moment-là que vous allez pouvoir contester à la fois des passes, et vous allez pouvoir contester un certain nombre de déplacements de l'adversaire, notamment dans la pose des écrans, car quand vous êtes à hauteur, vous pouvez contester la pose des écrans, donc le timing des collaborations, etc., etc. La deuxième situation que je souhaitais vous présenter, toujours par rapport à cette défense à hauteur, c'est celle-ci, où on va voir voilà, le comportement de cette chose-là qui est assez intéressant. La vidéo nous montre bien, puisque là, il y a un écran qui va être posé. On voit que cette chose se situe à hauteur. Elle n'est pas trop dans la profondeur, elle est à hauteur, ce qui va lui permettre d'intervenir, et d'intervenir d'une manière plutôt intéressante, voilà, puisqu'elle va pouvoir sortir sur 2 appuis, essayer d'attaquer la balle, et le faire dans un bon timing, parce qu'au départ, elle est bien placée, elle est à hauteur pour pouvoir avoir ce type d'action dans le registre du step-out. Lorsque vous n'êtes pas à hauteur et que vous prenez un peu de retard à l'allumage, évidemment, vous n'avez pas cette qualité-là de step-out. D'où la nécessité voilà, d'être dans un bon timing défensif pour pouvoir synchroniser vos actions, ne pas prendre trop de retard au départ et avoir la possibilité d'intervenir avec efficacité, notamment dans ces collaborations. Alors, ce qui va être intéressant encore, c'est le placement des joueuses, voilà, puisque là, quelques fautes d'orthographe que je souhaitais souligner. On va partir quand même des erreurs des joueuses parce que c'est intéressant. Donc, on voit ici le contrôle du 1 contre 1. Et là, le problème de ces 2 joueuses-là, qui pour être à hauteur, devraient monter un peu plus, être un peu plus fléchies, rentrer un peu plus vers l'axe panier-panier. Voilà, pour à la fois dans ce double projet, c'est-à-dire fermer des espaces, si jamais elles doivent intervenir. Si jamais on doit entrer dans des rotations défensives, même si vous l'avez bien compris, ce n'est pas le projet initial, eh bien, un placement où on est un peu plus rentré dans les aides et fléchis va permettre d'intervenir dans les aides de l'aide, etc. Donc là, le placement n'est pas un placement correct. Fort heureusement, pour la situation, excusez-moi, il y a un petit problème technique, on voit qu'à l'arrivée, le 1 contre 1 est tenu et que le jeu de box-out a pu s'organiser. Jérôme ? Poursuivre. Jérôme, oui. Excuse-moi. Alors, j'ai plusieurs questions qui arrivent. L'histoire de défendre à hauteur fait forcément référence à la notion de spacing et d'espace. Comment tu gères le fait que défendre à hauteur, c'est quelquefois prendre des risques, en fait. C'est accepter qu'il se passe des choses dans mon dos et que donc, individuellement, je ne maîtrise pas tous ces éléments-là. Oui, alors c'est une très bonne question parce que c'est probablement le point d'achoppement le plus difficile à manipuler avec les joueuses. Et on revient sur une des valeurs opérationnelles dont j'ai parlé, c'est la question de confiance. C'est-à-dire à partir du moment où les joueuses ont confiance les unes avec les autres, où elles sont vraiment connectées, c'est plus facile de prendre ce risque-là parce qu'on sait qu'on est protégé dans son dos. Et le principe même de la défense à hauteur, comme je l'ai signalé tout à l'heure, c'est une organisation dans laquelle on va gérer collectivement du 1 contre 1. Donc, il faut absolument que, parce que moi, je monte en pression sur une ligne de passe ou sur une porteuse de balle ou sur une ligne d'écran, il faut que je sois protégé le plus souvent possible par mes partenaires dans mon dos. Et ça nécessite un haut niveau de confiance. Donc, comment je permets à mes joueuses de monter un peu plus ce niveau défensif, en travaillant sur la confiance, en travaillant sur la communication également, pour faciliter justement ce mètre ou ces quelques centimètres à gratter à ce niveau-là. Et la question qui suit, c'est est-ce qu'au fil du déroulement de la possession,
Est-ce que les gens n'ont pas tendance à se tasser en termes d'espace et à défendre peut-être ce qui se passe plus près de la zone restrictive ou du panier? Et comment tu arrives à faire durer sur l'ensemble de ta possession cette notion de hauteur? Alors ça passe évidemment par la communication. Je pense que dans une possession, il y a des temps forts et des temps faibles. C'est d'ailleurs le point que je vais aborder juste après. Dans la même possession, et la communication permet de situer si on est dans un temps fort ou dans un temps faible. La connaissance aussi des intentions de l'adversaire. Donc la connaissance de l'adversaire va nous permettre de savoir si c'est un temps fort ou un temps faible. Et à partir de là, les comportements vont être à géométrie variable, parce que lorsqu'on va être précisément sur des temps un peu plus forts, il est possible que, puisqu'on sait qu'il va y avoir un haut niveau d'agressivité, on s'organise un peu plus là sur cette dimension collective. En revanche, quand c'est un temps faible, peut-être que le positionnement ou cette idée de défense à hauteur sera moins prégnante. Mais la réponse, pour moi, elle est vraiment liée à la connaissance du temps fort et du temps faible dans la possession, et du moment où l'agressivité va être générée par l'adversaire. Et donc là, collectivement, les intentions défensives ne peuvent pas être les mêmes. D'accord. Il nous reste une vingtaine de minutes. Je sais que tu vas aborder la notion des aides et des rotations pour répondre au principe que tu as mis de limiter les close-out. Donc, je te laisse démontrer ces choses-là. Ok, très bien. Donc, je vais justement avancer par rapport à ces questions-là, puisque c'est des questions prégnantes. Donc, limiter les retards défensifs, c'est quelque chose de fondamental dans l'expression de notre organisation défensive, puisque le fait d'avoir des retards défensifs, comme je vous l'ai précisé tout à l'heure, ça vous oblige évidemment à courir et ne vous permet pas d'être dans le registre du jeu de box-out, qui est vraiment l'objectif final, l'objectif principal de cette organisation. Donc, pour limiter les retards défensifs, il y a plusieurs choses à considérer. Bon, il y a une évaluation permanente des aides. Ça, c'est quelque chose de déterminant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que lorsque vous décidez d'intervenir dans une aide, cette décision, elle est lourde de conséquences, parce que derrière, on sait que ça va générer de la course, des retards et donc précisément fragiliser le jeu de box-out. Donc, on ne va aider que dans des situations qui le nécessitent. Et c'est pour ça que c'est très, très important de bien connaître véritablement son équipe, ses intentions et l'adversaire pour avoir cette discrimination. Parce que trop souvent, il y a des aides inopinées, et ces aides inopinées fragilisent l'expression du rebond. La deuxième idée est toujours évidemment autour de la question des retards défensifs, c'est permuter plutôt que changer à 3. La permutation, c'est un changement à 2 en fait. Et le fait de changer à 2 gomme plus facilement les retards défensifs. Ça crée d'autres problèmes, puisque ces questions de permutation génèrent davantage de mismatch que lorsqu'on est dans le cadre de rotation, c'est-à-dire de changement à 3. Mais on verra que les mismatchs, on essaye, même si on les limite, on les accepte un peu plus et on essaye de travailler dessus. Des aides courtes agressives, puisque à partir du moment où vous avez des aides importantes où les gens courent, par exemple des step-out qui seraient très très forts, eh bien les reprises d'aide génèrent de grandes courses. Donc il s'agit d'avoir les courses les plus réduites possibles pour intervenir dans le jeu d'aide. Et enfin, il y a l'utilisation des fautes tactiques dans le jeu d'entraide. Concernant l'évaluation des permanentes des aides, j'en ai déjà parlé. Il y a 2 idées qui sont aussi importantes. Il y a l'idée d'aide positionnelle, où on va, notamment dans la défense à hauteur, se placer dans des intervalles, voilà, pour défendre collectivement du 1 contre 1. Donc cette idée d'aide positionnelle est importante à bien comprendre, et elle est différente de l'idée d'aide active, parce que l'aide active, c'est une véritable action d'entraide où je vais intervenir précisément, c'est-à-dire que je vais abandonner mon double projet pour intervenir sur une joueuse, souvent une porteuse de balle, mais pas que, ça peut être aussi une autre joueuse qui rentrerait dans un backdoor par exemple, mais c'est une véritable intervention et qui va nécessiter soit une permutation, soit une rotation, ce qui n'est pas le cas de l'aide positionnelle, où je suis dans mon double projet
et je défends à la fois le ballon et ma joueuse. Et j'ai mis ou deny dans les deux cas, parce qu'effectivement, on peut imaginer qu'on se retrouve dans une situation de deny. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? C'est simplement la prise en charge de ma joueuse non porteuse de balle, où là, je vais être la plupart du temps fermé au ballon, et je suis dans ces situations-là à partir du moment où ma joueuse non porteuse court et se déplace. Et là, je ne peux plus être ouverte au ballon et m'intéresser au ballon, parce que mon adversaire se déplace et il faut qu'à un moment donné, je cours avec lui pour lui poser des problèmes. Concernant les aides courtes et agressives, on les retrouve dans les temps forts de l'attaque, dans le jeu de 1 contre 1, dans le jeu posté, dans le jeu d'écran et dans ces idées de reprise d'aide. Donc là, je vais vous montrer à nouveau une situation où on retrouve ces questions. Alors, excusez-moi. Je n'étais pas sur la bonne vidéo. Voilà. Donc là, vous voyez une situation dans un premier temps où il y a une permutation sur un pick and roll, donc un changement à 2 volontaire. Donc, parce que nous avons 2 profils qui sont en capacité de développer des compétences à la fois pour défendre le ballon et à la fois pour défendre le poseur d'écran. Donc, ça facilite ce jeu de permutation. Mais on pourrait imaginer sur cette situation de pick and roll, dès le départ, on soit sur du step out et ensuite on soit sur des comportements un petit peu différents de rotation défensive. Voilà. Bon. Ensuite, quand je vous parlais d'être courte, on voit bien que là, sur le 1 contre 1, la joueuse a abandonné, c'est-à-dire que sa ligne d'épaule a été franchie. Et la joueuse ici, assez proche du ballon par son positionnement d'aide positionnelle au départ, va avoir une aide active sur quelques appuis pour pouvoir intervenir sur le ballon. Et là, on est dans une autre situation où effectivement, cette situation va amener non pas un changement à 2 joueuses, mais faire intervenir une 3e joueuse, puisque là, on est dans une situation d'urgence. Donc, cette 3e joueuse va intervenir très rapidement là, sur la joueuse abandonnée sur cette aide-là, courte et active. Voilà, donc c'est notre petite meneuse de jeu là, qui vient tout de suite intervenir et laissant la dernière joueuse gérer le 2 contre 1 de bout de chaîne. Voilà, mais on voit bien que sur cette possession, au départ, on est sur une aide qui amène une permutation, donc un changement à 2 joueuses, et sur ce 1 contre 1 à la fin, une aide active sur quelques appuis, parce que la joueuse a perdu son 1 contre 1, générant évidemment là une logique de rotation défensive. Donc, permuter plutôt que changer à 3, c'est précisément ce que je viens de vous montrer sur le premier temps fort de cette possession, où les joueuses ont permuté sur l'action du pick and roll, et on évite les changements à 3, même si vous avez vu que sur la fin de la possession, parce que c'est une situation d'urgence, on était sur une logique de rotation, donc de changement à 3. L'idée principale de la permutation, c'est qu'un bon mismatch, de mon point de vue, vaut mieux qu'un mauvais retard. Bon, c'est valable vraiment dans le basket féminin plus que dans le basket masculin, cette idée-là, même si la tendance du plus haut niveau masculin montre de nombreux changements défensifs aussi, mais il est vrai que dans le basket féminin de haut niveau, les mismatchs ne prennent pas la dimension qu'on retrouve dans le basket masculin. La deuxième idée autour de la permutation, c'est apprendre à breaker les mismatchs et défendre collectivement ces mismatchs. Donc là, encore une fois, je vais vous montrer 2 séquences qui intéressent ces idées-là. Donc la première séquence où on va voir cette idée de permutation. Alors, là en l'occurrence, on est encore non pas sur la permutation, donc ce n'est pas la bonne séquence que je vous montre. Excusez-moi, c'est celle-ci.
Donc voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans un premier temps une joueuse qui était sur une action autour du pick and roll. Vous allez voir là, ce pic de transition où elle va simplement faire aider, reprendre. Voilà, donc là, on n'est pas sur la logique dont je vous ai parlé. Situation d'urgence, puisque là, il y a une prise de risque au niveau de l'interception. Et à chaque fois qu'on est dans ces logiques-là, on va voir qu'il est indispensable de rentrer dans cette idée de permutation. Donc là, la joueuse a changé, comme vous avez pu le voir. Voilà, donc là, elle change. Donc une autre extérieure a pris en charge le ballon. Et donc là, on est dans une permutation qui va amener, évidemment, voilà, la gestion de 1 contre 1 dans l'urgence et qui amène des situations plutôt compliquées à manager. La deuxième situation, toujours pareil sur cette idée de permutation. Donc voilà, donc là on est sur, dans un premier temps, l'idée qu'on va permuter. Voilà, comme vous pouvez le voir. Cette permutation amène un mismatch, puisque là notre petite défend sur une grande et notre grande sur une petite. Lorsque vous êtes dans ces situations, alors là il va y avoir un niveau de prise de risque très très important, mais encore une fois, vous allez voir qu'il va être bien géré, puisque à partir du moment où la joueuse qui est dans le mismatch ne décide pas de le jouer immédiatement, mais décide de passer la balle, ce temps de passe est un temps où on peut breaker le mismatch. Et donc là, on va voir immédiatement derrière que cette passe va générer, et notamment parce que cette joueuse-là va jouer à l'opposé du mismatch. Donc là, première idée, on le break. Voilà, donc là, il a été breaké, puisqu'on voit bien que la petite a repris sa joueuse et la grande a repris sa joueuse. Donc cette idée, elle est très très importante, elle nécessite beaucoup de communication. Dans la suite de l'action, de la même manière, vous allez voir voilà, ce changement défensif. Voilà. La joueuse ne va pas jouer immédiatement, n'a pas une intention de sanctionner ce mismatch, donc elle va à nouveau passer le ballon et on va voir que dans ce temps de passe, maintenant, dans ce temps de passe, cette joueuse-là va reprendre sa joueuse et va dire à sa coéquipière de reprendre sa joueuse. La prise de risque, c'est évidemment si vous avez passe-passe. Si vous avez ce jeu de passe-passe, eh bien, vous êtes confronté à cette logique-là. Habituellement, pour breaker les mismatchs, c'est quand même mieux de travailler sur des breaks où les passes se font quand même dans le dos. Mais là, en l'occurrence, on voit que sur ces deux situations, parce qu'il y a ce temps de passe, on break à nouveau les mismatchs, et ce qui permet à un moment donné voilà, d'avoir des 1 contre 1 plutôt intéressants. Jérôme, oui. Il va nous rester une 10-15 minutes. J'avais 2 questions qui arrivaient. Une première question sur tout ce qui est les contestations de déplacement, l'histoire de courir avec, de repousser les gens. Est-ce que c'est quelque chose que dans la défense à hauteur, tu enseignes de la même façon ou tu gères ça différemment? Oui, alors c'est une bonne question également. Le fait de contester l'ensemble des actions offensives reste quelque chose de déterminant dans le projet évoqué, puisque c'est ce qui va permettre justement de perturber le spacing et le timing de l'adversaire. Donc effectivement, c'est enseigné. Moi, j'ai tendance dans l'enseignement de ce projet de demander systématiquement aux joueuses de déplacer leurs adversaires directs, que ce soit dans le jeu de passe, c'est-à-dire que une joueuse qui veut recevoir le ballon ne peut pas le recevoir sans s'être déplacée préalablement. C'est pas possible. Or, parfois, on voit que les joueuses se passent le ballon sans s'être déplacées. C'est-à-dire que les attaquants ne se sont pas déplacés. Donc ça fait partie d'un préalable. C'est-à-dire que pour bien défendre, il faut obliger les gens à se déplacer. Et c'est également valable dans le jeu d'écran, pour contester le jeu d'écran, qu'on puisse déplacer les joueuses qui veulent aller en direction des écrans. Donc, il faut contester physiquement le déplacement en direction de l'écran. Il faut contester physiquement le déplacement dans le rebond défensif. Donc, il faut déplacer les gens. C'est un terme que moi, j'emploie très souvent. Il faut déplacer vos adversaires directs. D'accord. Si ces gens ne se déplacent pas, vous avez mal défendu. La deuxième question, elle est plus d'ordre pédagogique, sur les formes pédagogiques que tu peux utiliser pour
créer et amener tout ce collectif défensif? Est-ce que tu t'appuies plus sur du demi-terrain dans du jeu réduit? Est-ce que c'est du demi-terrain mais en 5 contre 5? Est-ce que tu guides l'attaque? Voilà, il y a ces questions-là qui ressortent sur les aspects pédagogiques. Alors, d'une manière générale, on travaille plutôt sur du jeu de traversée de terrain, que ce soit en jeu global ou en jeu réduit. Lorsqu'on travaille sur du jeu de demi-terrain, on travaille sur ce jeu-là, mais avec la volonté d'être sur des situations de transition, c'est-à-dire si on joue sur du jeu global, par exemple en 5 contre 5, dès que la défense a récupéré la balle, elle renvoie le ballon à un coach qui le renvoie ensuite, et en fait c'est comme une contre-attaque sur le demi-terrain. Mais l'idée, c'est qu'on est toujours soit de la traversée de terrain, soit de la transition, parce que sinon on n'est pas dans la réalité défensive en fait. Et que la réalité défensive, elle doit tenir compte évidemment de ce temps de transition et de ce replacement pour être dans ces conditions de 5 contre 5 sur le demi-terrain. Donc ça, sur le plan pédagogique, il faut, ou de 3 contre 3, mais en tous les cas sur un jeu de demi-terrain où les gens sont en place, quoi. Donc il faut à chaque fois créer les conditions de cette transition pour qu'à un moment donné, on habitue les gens à être en place sur des situations d'équilibre entre l'attaque et la défense sur le demi-terrain. Mais les situations de prédilection pour moi restent les situations de traversée de terrain, soit en 5-5, soit en jeu réduit. Et la dernière chose, c'est effectivement, le plus important, c'est de guider l'attaque. C'est de jouer avec l'attaque et pas de dire à la défense ce qu'elle a à faire, quoi. La défense doit s'adapter à ce que l'attaque lui propose. Merci. Dans tout le cœur de ton propos, tu parles beaucoup de communication et pour te connaître un petit peu, je pense que la communication prend beaucoup de place. Et ce qui est vraiment intéressant en conclusion, c'est comment tu fais pour que cette communication soit efficiente et soit efficace dans ton collectif défensif. Oui, exact. Donc je vais finir par ce point-là. Je te remercie, Pierre-Olivier, de me lancer sur cette question-là, parce que c'est pour moi probablement un des ancrages dans ce projet défensif. Là, je vous ai parlé de gérer les 1 contre 1 collectivement, de limiter les retards défensifs. Mais une chose vraiment fondamentale, ça reste quand même la communication, et notamment communiquer avec qualité, parce que les spécialistes de la communication nous expliquent qu'on ne peut pas ne pas communiquer. Donc elle existe, la communication. Quand on dit que les gens ne communiquent pas, c'est pas vrai. On communique tout le temps, de toute façon. La question, c'est est-ce qu'on communique bien tout le temps? Et pour moi, le plus important dans la communication, c'est pas tant celui qui communique en premier, c'est-à-dire celui qui va donner une information, c'est plutôt celui qui la reçoit en fait. Donc il s'agit de vérifier qu'on ait toujours compris, quoi. Donc il faut pour ça déterminer un langage commun, ça c'est fondamental, et pas que dans le jeu d'écran en fait. Il faut qu'on se mette d'accord sur qu'est-ce qu'on va se dire défensivement pour pendant l'action, pendant les huddles, être compris en permanence. Puisque un des points importants, c'est parler pendant l'action, in vivo, et parler, j'ai mis in gruppo, parce que c'était plutôt sur le ton humoristique, mais là, je fais plutôt allusion au huddle, et dans ces huddles, il faut qu'il y ait un langage commun. Ça, c'est fondamental. Jérôme, est-ce que tu peux juste préciser le mot huddle, parce que peut-être que ça ne parle pas à tous nos... Bien sûr. Alors, les huddles, ce sont ces fameux regroupements qui se produisent sur le terrain, notamment sur des temps morts, hein. Quand je dis des temps morts, c'est pas le temps mort par excellence, hein, mais lorsque le ballon est mort et qu'on a une opportunité de se regrouper, notamment sur des lancers francs, voilà, c'est l'idée de se regrouper. Ça, c'est des choses qui sont importantes. Nous, avec le staff, on avait réussi à travailler sur l'idée que ces regroupements-là, notamment pendant les lancers francs, se faisaient dans la zone réservée adverse. Bon, vraiment pour contrarier le shooter de lancer franc, obliger les arbitres à nous rappeler à l'ordre, etc. Et c'était très intéressant parce qu'on a pu générer beaucoup de choses à cet endroit-là, et notamment se communiquer beaucoup d'informations, parce qu'on a travaillé ça tous ensemble là, sur cette question des huddles, autour de la détermination du langage commun, et après sur l'organisation du huddle proprement dit, c'est-à-dire qui parle, quand, pour dire quoi, etc., etc. L'autre point qui est important dans la communication, comme je disais, c'est la notion de feedback. Il faut absolument travailler sur le feedback, c'est-à-dire si quelqu'un me dit quelque chose, je dois lui renvoyer une information pour lui dire que j'ai compris ou je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Et ça serait mieux que je lui dise que j'ai compris, notamment in vivo. C'est-à-dire que quand on est sur du pick and roll, quand moi j'annonce écran droite, ok, c'est bien d'annoncer écran droite, mais c'est mieux si la personne avec qui je collabore me renvoie une information m'expliquant que ok, c'est bon.
Et aujourd'hui, malheureusement, la communication, elle est beaucoup centrée sur l'émetteur et pas suffisamment sur l'émetteur et le récepteur. Et là, il y a des choses à travailler qui sont, à mon avis, fondamentales. L'autre point oui. Jérôme, excuse-moi. Juste, il y a une question sur, effectivement, pour que tu caractérises encore mieux le huddle, quel genre de communication ou de problèmes elles évoquent dans ces huddles-là. Et voilà, juste que tu puisses un petit peu aller un peu plus loin dans la caractéristique de cette communication, s'il te plaît. Alors, il y a deux dimensions dans le huddle. La première dimension, c'est une dimension un peu plus, on va dire, émotionnelle, hein, c'est-à-dire on est un peu dans l'encouragement, dans une dynamique enthousiasmante, on essaye de se renvoyer de l'énergie positive. Et puis, il y a une autre dimension qui est plutôt, entre guillemets, cognitive, où on va essayer soit de poser des problèmes à l'adversaire, soit d'en régler d'autres. Tout à l'heure, j'ai parlé de fautes d'orthographe. Bon, il faut les régler, ces fautes d'orthographe. C'est fondamental. Donc, à un moment donné, c'est revenir sur des situations dans lesquelles il y a eu des fautes d'orthographe pour qu'elles ne se reproduisent pas. Mais ça peut être aussi anticiper l'action suivante sur le plan défensif, mais également offensif, mais par exemple sur le plan défensif, pour se dire, voilà, quel problème on va poser à l'action suivante sur le plan défensif à l'adversaire. C'est-à-dire que stratégiquement, les joueuses ont aussi la possibilité de prendre certaines initiatives, vues ensemble, pour poser des problèmes stratégiques sur la possession suivante. Donc ça veut dire que dans le huddle, il y a un certain nombre de messages qui peuvent être différents, qui sont développés, et encore une fois, qui sont soit sur le versant émotionnel, hein, donc encore une fois, on partage de l'énergie positive, soit sur le versant cognitif, où là, il va falloir partager des informations pour soit réguler, soit anticiper et être un peu proactif sur les actions suivantes. Merci. Alors, les deux derniers points qui intéressent la communication et qui m'intéressent également d'évoquer avec vous, c'est cette idée conceptuelle qui est fondamentale en ce qui me concerne, c'est-à-dire dire ce que l'on voit, dire ce que l'on fait et faire ce que l'on dit. Dire ce que l'on voit, c'est pas culturel chez nous. Et pourtant, je pense que c'est important, même si certaines personnes ont l'habitude de dire « ouais, mais si on voit la même chose parce qu'on est tous ouverts au ballon, on n'a pas besoin de le commenter ». Ce à quoi je réponds, mais on voit pas toujours la même chose, quoi. Le bleu pour moi n'est pas le bleu pour mon fils, par exemple. On voit pas le même bleu, c'est comme ça à un moment donné. Il y a une forme de subjectivité dans ce que l'on voit. Donc c'est toujours intéressant de déterminer un langage commun et de dire ce que l'on voit avec ce langage commun. Pour moi, ça c'est fondamental. Le plus souvent possible, dire ce que l'on voit. Dire ce que l'on fait, ça c'est normal. Dire ce que l'on fait, il y a une action d'écran, il y a un écran qui est posé, évidemment je le vois, je l'annonce et je dis ce que je fais. Voilà. Donc s'il y a un code commun sur le step out, si c'est bleu par exemple, le code commun parce que c'est un code couleur, j'annonce bleu. Mais je dis ce que je fais. Et je fais ce que je dis. C'est-à-dire si j'annonce bleu, je ne fais pas jaune, quoi. Même si la situation pourrait m'inviter à faire jaune. Hein. Et tout ça, même si ça peut paraître évident, c'est probablement ce qui est de plus compliqué à mettre en œuvre avec ces joueuses. Et enfin, le dernier point, je m'arrêterai là, c'est cette idée de métalangage comme une évidence. Alors, c'est quoi le métalangage ? C'est ce qui est au-delà du langage. Alors, c'est évidemment le body language, parce que, comme je vous l'ai dit, on ne peut pas ne pas communiquer, et le fait, parfois, simplement avec son corps, sans rien dire, d'avoir une certaine posture, c'est un langage et une communication que je propose à mes partenaires et à mes adversaires. Donc, il faut travailler sur ce métalangage, donc c'est-à-dire cet autre langage qui n'est pas que verbal, ce qu'on appelle le body language, parce qu'il participe de la communication aussi, et y compris dans le registre défensif. Et ça, pour moi, c'est très, très important de mettre l'accent sur ces attitudes-là, parce que ce sont souvent des questions d'attitude. Merci Jérôme pour ces précisions. Et effectivement, c'est aussi un élément très très important de ton projet défensif. Et je sais que tu as conceptualisé et mis plein de process pédagogiques pour faire émerger ça chez tes joueuses. J'avais une dernière question. Tu es principalement un coach féminin. Et on a toujours quelquefois tendance à opposer le basket féminin et le basket masculin. Est-ce que tu penses que les préceptes et les concepts que tu développes, que tu nous as montrés là aujourd'hui, sont transposables tout ou partie sur le basket masculin? Je pense que effectivement, tout ce que j'ai raconté est transposable dans le basket masculin. Il y aura des aménagements à certains endroits, parce qu'il y a une prise en compte
de la qualité athlétique des garçons dans certains aménagements. J'ai parlé notamment du jeu de permutation. Bon, si il est au cœur de mes préoccupations avec les joueuses, je ne suis pas sûr que dans le basket masculin, on puisse organiser complètement un jeu basé sur du changement défensif, par exemple. Néanmoins, pour le reste, la défense à hauteur, la communication, limiter les retards défensifs, je pense que c'est complètement transposable. Ce qui va changer, c'est des choses, à mon avis, à la marge. Et le cœur du projet défensif est totalement transposable. Merci Jérôme. On a vu que tout avait du sens et de la cohérence sur l'ensemble de ton projet, à la fois dans la conceptualisation et la déclinaison pédagogique. Et l'alternance entre ce que tu nous as montré vendredi dernier et le complément que tu amènes aujourd'hui montre vraiment tout ce sens-là et prend vraiment sens dans tes propos. Je te remercie encore une fois de ta présence, de ta volonté de partager ces concepts-là avec nous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine sur 2 temps. Un premier temps mercredi à 14h avec Julien Colombo, préparateur physique du Pôle France. Il va aborder une question d'actualité, c'est comment les effets du confinement impactent un sportif. Donc comment on peut remédier à ces choses-là. Et vendredi, à 11h, sur le même horaire qu'aujourd'hui, on abordera avec Fabien Frédrizac, CTS des Hauts-de-France, la question de la préparation mentale et comment on peut intégrer la préparation mentale dans l'entraînement et dans la préparation et l'accompagnement des joueurs. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. Merci encore Jérôme, à très bientôt et portez-vous bien. À bientôt. Au revoir, portez-vous bien.